Merci à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir accepté le débat. Avant de revenir sur les dossiers, les déclarations de Michel Barnier, on voudrait vous entendre sur la composition de ce gouvernement Barnier qu'on connaît donc depuis samedi soir. Comment vous le qualifiez, ce gouvernement, Yann Brossat? De droite. C'est l'alliance de la droite avec la droite pour constituer un gouvernement de droite qui mènera une politique de droite. Mais surtout, je pense qu'il y a un bug entre ce gouvernement, sa composition et ce que les Français ont exprimé à l'occasion des élections législatives. Parce que ce qu'ils ont voulu dire par leur vote, du fait de la décision de dissoudre du président de la République, c'est une volonté de changement. C'est une volonté de tourner la page. Ils l'ont exprimé par le vote Nouveau Front Populaire, d'autres par le vote Rassemblement National, mais en tout cas, ils souhaitaient que ça change. Et ce qu'ils souhaitaient, ce n'est pas la continuation des politiques menées depuis 7 ans, c'est un changement profond. Ils souhaitaient une cohabitation. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas affaire à une cohabitation. D'ailleurs, Michel Barnier l'a dit très clairement hier. C'est donc la perpétuation des politiques qui ont été sanctionnées aux élections européennes et aux élections législatives, un peu plus à droite sans doute, mais très loin de ce que veulent les Français, c'est-à-dire l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, le retour du service public, l'hôpital, l'école, la sécurité. Et donc, mon sentiment, c'est qu'il y a une forme d'anomalie démocratique avec ce nouveau gouvernement, sans vouloir faire injure à tel ou tel membre de ce gouvernement. Il y a des gens qui sont par ailleurs intelligents, mais ce qu'ils portent politiquement est très loin de ce que pensent les Français. Olivier Paccaud, est-ce que ce gouvernement, c'est la continuité du macronisme, comme le dit Yann Brossat, en plus à droite? Je ne le souhaite pas. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'a dit mon collègue Yann Brossat, bien évidemment, mais il a raison sur une chose, c'est que les Français avaient évoqué une volonté de changement, peut-être dans les hommes et dans les femmes qui composaient le gouvernement, mais dans la politique à mener ou menée par le gouvernement. Cette politique, nous attendons les déclarations de politique générale du Premier ministre. On a eu des déclarations hier assez intéressantes sur le plateau de France 2. Pour revenir sur le gouvernement lui-même, moi je me félicite que quelques hommes et femmes de qualité, notamment des sénateurs LR, mais pas seulement, UDI, aient pu rentrer au gouvernement. On les connaît, on pourra en parler après. Je regrette qu'il y ait autant d'anciens ministres, qu'il y ait eu un renouvellement dans leurs fonctions. Ils sont 7 ou 8. Ouais. Il n'aurait pas fallu garder de ministre du gouvernement Attal? Je pense sincèrement, oui. Après, que voulaient les Français? Alors j'ai entendu l'énumération de Yann Brossat, je suis d'accord sur effectivement la revalorisation du travail, le pouvoir d'achat. Il y a aussi une volonté d'ordre et de sécurité. Alors vous l'avez dit en tout dernier. Je pense que ce n'est pas en tout dernier. Et tout ça, effectivement, ça passait par de nouvelles têtes, certainement, une nouvelle politique. Après, vous avez parlé d'anomalie démocratique. Je comprends, quand on est à gauche, effectivement, qu'on ne soit pas forcément satisfait de voir le nouveau gouvernement. Mais l'échiquier de l'Assemblée nationale tel qu'il est aujourd'hui, si on voulait, comme certains le disent, que le gouvernement soit vraiment l'émanation de cet échiquier, il aurait fallu 15 ministres RN, puisque c'est le premier parti, je n'y peux rien, de l'Assemblée. Il aurait fallu 7 ministres de LFI, il aurait fallu 1 ministre communiste, il aurait fallu 3 ministres LR, et puis une dizaine de ministres ensemble. C'est totalement impossible. La gauche n'est pas contente, mais on lui avait donné la possibilité de prendre Matignon avec Bernard Cazeneuve. Vous ne l'avez pas souhaité. Vous souhaitiez imposer Lucie Castex, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est le président de la République qui, effectivement, sollicite une personnalité pour former un gouvernement. Donc aujourd'hui, il ne faut pas jouer les caliméros et les pleureuses. Je comprends, et vous êtes dans votre rôle de, effectivement, protester quant à la nomination de ce gouvernement. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce gouvernement puisse travailler, ça ne va pas être facile, et puisse proposer des choses, et ce sont les Français qui jugeront. Je pense qu'en matière de pouvoir d'achat, il faut qu'il y ait des propositions. En matière d'ordre et de sécurité aussi. On va venir sur les dossiers, je vous laisse répondre, après je vous donne la parole, évidemment, Isabelle Florennes. J'entends bien depuis quelques semaines maintenant ce récit selon lequel la gauche aurait refusé le pouvoir. La gauche n'a pas refusé le pouvoir, elle a été privée des responsabilités qui auraient dû être les Cazeneuve, on lui a proposé, vous n'en avez pas voulu. Mais quelle est la réalité? C'est que le président de la République, et j'en sais quelque chose puisqu'il a dialogué avec un certain nombre de gens que je connais bien, notamment Fabien Roussel, qu'est-ce qu'il a dit à ses interlocuteurs? Il leur a dit 2 choses. Il leur a dit, premièrement, je veux un Premier ministre qui peut être de gauche, mais je veux un Premier ministre qui assure une stabilité institutionnelle. Et il a adjoint à ce premier critère qu'on peut entendre un deuxième critère. Je ne veux pas qu'on remette en cause la politique économique et sociale que j'ai menée depuis 7 ans. C'est-à-dire que la condition pour avoir un Premier ministre de gauche, c'est qu'il continue les politiques menées par Emmanuel Macron depuis 7 ans. Et je note d'ailleurs, ça n'a pas dû vous échapper non plus, qu'à Bercy,
ce sont les macronistes qui restent en poste. Et donc la réalité, c'est que sur le plan économique et social, ce sera la même politique qui sera menée. Par conséquent, quand on est de gauche, on n'a pas vocation à entrer au gouvernement, a fortiori pour occuper les premières responsabilités, si c'est pour continuer la politique menée depuis 7 ans. Et donc évidemment que Bernard Cazeneuve, comme n'importe qui d'autre issu de la gauche, aurait refusé d'entrer dans un gouvernement qui continue à faire ce qui a été fait depuis 7 ans. Mais je ne voudrais pas empêcher Isabelle Florennes. Oui, Isabelle Florennes, le MoDem a hésité avant de rentrer dans ce gouvernement. Pourquoi vous y êtes allé finalement ? En tout cas, mes collègues députés ont émis des réserves, ont beaucoup échangé. Parce que, au-delà des postes qui sont des beaux postes ministériels pour notamment Jean-Noël Barrot et Geneviève Darrieussecq, qui sont des personnalités. Jean-Noël Barrot qui est au Quai d'Orsay, Geneviève Darrieussecq à la santé. Et qui sont des personnalités compétentes pour ces postes et que je connais bien. Au-delà même de ces questions, il y avait la question de la ligne politique. Et effectivement, Olivier Paccaud le dit très bien, nous allons attendre le discours de politique générale du Premier ministre. Vous avez des inquiétudes encore ? Il y a une question, et Hervé Marseille il l'a également pour l'Union centriste très clairement dit, il y a une question qui a été exprimée aussi par les Français lors des législatives, qui est une question de justice sociale, qui est aussi un attachement au service public, qui est une question que tous ces enjeux, notamment pour nous, des enjeux aussi pour les centristes institutionnels, qui sont la question de la proportionnelle que nous portons depuis de longues années, des interrogations et un souhait de les voir, en tout cas, portés par ce gouvernement. Nous n'en savons, pour le moment, pas grand-chose. J'ai entendu le Premier ministre hier, ça va dans le bon sens sur la question des services publics, ça va aussi dans le bon sens sur des sujets comme les retraites, parce que vous savez très bien que les centristes ont exprimé quelque peu des réserves, et certains se sont même abstenus sur le vote du projet de loi retraite de la dernière réforme des retraites. Et puis la question de la justice fiscale, c'est un sujet que nous portons d'ailleurs avec une partie de la gauche depuis longtemps, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et j'ai entendu Hervé Marseille s'exprimer hier sur ce sujet. Effectivement, la taxation des surprofits, des superprofits, c'est un sujet que j'espère le Premier ministre et ses ministres qui sont au budget et aux finances, j'espère, entendront dans la prochaine loi de finances. Eh bien, on va en parler tout de suite, puisque le premier dossier au menu du gouvernement et du Parlement, ce sera le budget. Michel Barnier l'a rappelé hier soir, la situation est très grave, la dette est très élevée. Alors, y aura-t-il des augmentations d'impôts ? Le Premier ministre et ses ministres ont donné quelques pistes hier. Jérôme Rabier. C'est une question sensible que Michel Barnier et son équipe gouvernementale vont devoir rapidement trancher. Faut-il augmenter les impôts pour rétablir les comptes publics ? Le nouveau Premier ministre a présenté hier ses premières orientations et ses limites. Ni sur les gens les plus modestes, ni sur les gens qui travaillent, ni sur les classes moyennes. Mais je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire pour redresser la situation, je ne vais pas exclure que les personnes les plus fortunées participent, comme certains balles, ils font partie de la communauté nationale, participent à cet effort national. Michel Barnier a aussi cité les très grandes sociétés multinationales comme pouvant contribuer à cet effort. Des hausses d'impôts ciblées qui pourraient être rapidement décidées, en rupture avec la doctrine que Bruno Le Maire s'est efforcé d'appliquer pendant 7 ans à Bercy et qu'il a rappelé au moment de transmettre le flambeau. Vous ne trouverez pas dans un tiroir de mon bureau je ne sais quelle recette miracle pour rétablir nos comptes publics. Vous ne trouverez que des propositions de réduction de dépenses. Dans ce tiroir, en revanche, vous ne trouverez aucune augmentation d'impôts, car vous le savez, je refuse depuis 7 ans cette solution de facilité. Antoine Armand, nouveau ministre de l'économie, a lui déjà prévenu qu'il ne s'interdisait rien. Dans le contexte budgétaire, exclure d'office certains prélèvements exceptionnels et ciblés ne serait pas responsable. Les nouveaux ministres de l'économie et du budget devront réussir rapidement à faire adopter le budget pour 2025. Premier obstacle à franchir à l'Assemblée pour la nouvelle équipe gouvernementale. Si on comprend bien, Olivier Paccaud, il y aura des augmentations d'impôts, mais ciblées sur les plus fortunés. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Est-ce que c'est la bonne ligne ?
J'ai bien compris ça aussi. Moi, je ne suis pas pour les hausses d'impôts. Évidemment, les plus riches sont les plus faciles à taxer. Si on se limite aux plus riches, je veux bien. Maintenant, je pense que les super profits, et ça a pu l'être fait assez récemment quand même, mais ça n'avait pas tellement rapporté. Pourquoi pas? Mais il y a deux autres solutions. Mais vous dites, comme Bruno Le Maire, les augmentations d'impôts, c'est la solution de facilité. Un, c'est la solution de facilité. Deux, si c'était la vraie solution, la France, pour reprendre l'expression du nouveau ministre, ce serait la première puissance mondiale. On est le pays le plus fiscalisé au monde. Bon, donc si c'était vraiment la solution, ça se saurait. Donc vous vous y opposerez, y compris pour les plus fortunés? Bah écoutez, on verra sous quelle forme. On verra sous quelle forme. Maintenant, quand même, il y a deux autres façons d'aller chercher effectivement une réduction de la dette, une baisse des dépenses publiques. Alors, il y a des domaines qu'il ne faut pas toucher, tout ce qui est régalien. L'école, j'y suis très attaché, la sécurité, la justice, les hôpitaux, évidemment. Mais je vais vous donner une piste qu'au Sénat, on creuse depuis un petit moment. Les agences, l'agencification de l'État. Moi, ça me gêne profondément qu'il y ait un ministère des Sports et à côté une agence nationale du sport. Qu'il y ait un ministère de la Santé et de l'accès aux soins. J'aime beaucoup le nouveau mot, accès aux soins. Puis à côté, il y a des ARS. On a l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui a été créée il y a 6-7 ans. À quoi elle sert? Il n'y a pas un seul élu local qui est capable de vous le dire. On peut faire des économies là-dedans. Mais est-ce que c'est suffisant? Pardon? Est-ce que c'est suffisant? Non, il y a une troisième voie pour aller effectivement réduire la dette et le déficit, mais on en est loin pour l'instant, c'est retrouver de la croissance. Voilà. Donc, il y a trois voies à choisir. Est-ce que l'augmentation de l'impôt, qui est la plus facile, est la meilleure? J'en suis pas persuadé, parce que les plus riches, souvent, c'est les champions de l'optimisation fiscale. Ou alors, des fois, ils partent à l'étranger. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? C'est jamais une bonne chose. Néanmoins, les plus fortunés, il faut quand même rappeler que c'est quand même eux qui payent le plus d'impôts. Et c'est normal, parce que la solidarité nationale passe par l'impôt progressif. Isabelle Florennes, augmenter les impôts des plus fortunés, est-ce que c'est une ligne que vous soutenez? Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rétablir les SF? Est-ce qu'il faut taxer les super profits concernant les entreprises? Est-ce qu'il faut augmenter l'impôt sur les sociétés? Quelle solution vous allez prendre? En tout cas, il y a plusieurs solutions possibles. La taxation des super profits ou surprofits momentanés, parce qu'il faudra l'encadrer, est une solution, une piste que nous avons toujours soutenue et que les centristes ont portée, comme je le disais, à l'Assemblée nationale, au Sénat, sans être entendu par le ministre des Finances de l'époque. Il a d'ailleurs redonné sa ligne dans le reportage. Donc vous souhaitez que ce soit dans ce budget? Oui, absolument. Il faut y aller. Là, il y a un moment, il faut y aller sur ces sujets-là et nous avons des propositions. Après, il y a sûrement revoir l'IFI. Parce que, bon, je pense que là-dessus, je ne suis pas une spécialiste des sujets. L'impôt sur la fortune immobilière. Il y a, en tout cas, une piste qui peut être étudiée. Il y a la question de la TVA. Sur lequel, effectivement, la question de la TVA réduite sur les restaurateurs, il faut en faire un bilan. Il faudra en faire un bilan. Il faut voir quelle est la création d'emplois derrière et quel est le retour derrière sur ce type de baisse. Et en tout cas, il y a la question. C'est pour tout le monde. Les plus modestes, ils payent la TVA. Absolument, mais il faut. Donc pas touche à la TVA pour vous. Moi, je dis qu'il y a des pistes et qu'il faut les étudier et que la question de la TVA reste une question à étudier et aussi une piste. La question des agents, je suis absolument d'accord avec Olivier Paccaud. Il faut se poser la question également de la fonction publique. Je pense qu'il y a un moment, il faut y aller, il faut regarder les renouvellements de postes sur un certain nombre de postes, aussi bien sur l'État central que l'État déconcentré. Donc je pense que là, il y a des pistes. Il y a énormément de choses depuis des années à la Cour des comptes aussi. En termes d'économie, il y a énormément de rapports qui s'accumulent année après année. Pierre Moscovici s'exprime depuis déjà un mois sur vos antennes, notamment sur les marges de réduction. Et évidemment, ne pas stopper la croissance. Donc, faire un effort de rigueur, quand vous disiez c'est pas le changement, il y a quand même une volonté d'aller sur un changement. Je crois que là, on a pas une cohabitation, parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de majorité, il faudra la trouver. Moi, je crois que ce gouvernement est en recherche de cette majorité qui est de 220 ou 230 députés possibles qui ont élu la présidente de l'Assemblée nationale. C'est quand même là que se situe cette
recherche de majorité et qu'il faudra faire des compromis et que ce gouvernement sera un gouvernement de compromis, d'alliance. C'est dans cet esprit que les centristes y participent. Est-ce que sur cette question des impôts, il y a des compromis possibles, Yann Brossa? Quand vous avez entendu hier Michel Barnier, est-ce que vous dites, oui, il y a un pas qui est fait vers plus de justice fiscale? Je bois du petit lait et je constate que le bon sens chemine. Simplement, il y a quand même un certain nombre de contradictions qui me paraissent majeures. Les macronistes ont passé toute la campagne des élections législatives à nous dire, attention, ne faites pas élire de députés du nouveau Front populaire, ils vont dégrader la situation financière de notre pays. Excusez-moi, mais enfin, la situation des comptes publics qui est aujourd'hui désastreuse, elle l'est après 7 ans avec Emmanuel Macron, président de la République, et Bruno Le Maire, ministre des Finances. Premièrement. Exact. Deuxièmement, ils nous ont dit matin, midi et soir, ne votez pas pour la gauche, ils vont augmenter les impôts. Et aujourd'hui, les mêmes sont condamnés à augmenter les impôts précisément pour essayer de combler le déficit. Et donc, bien sûr que nous, pour ce qui nous concerne, à gauche, nous aurons des propositions à faire. D'ailleurs, nous n'avons pas attendu d'être en 2024 pour faire des propositions afin d'avoir une fiscalité plus juste, parce que cette question de la justice fiscale, elle est au cœur de ce qu'on entend depuis longtemps. C'est y compris d'ailleurs ce que disaient les Gilets jaunes, quand ils disaient « il faut que les petits payent petit et que les gros payent gros ». Et ce sentiment d'injustice face à l'impôt, il est fondamental et il doit être traité. Donc nous ferons des propositions. Pour ce qui concerne les parlementaires communistes, à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous ferons des propositions. Et par ailleurs, il y a un certain nombre d'économies à faire, je l'assume parfaitement, notamment sur la question de l'aide aux entreprises. On a 200 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises. Il faut continuer à aider les PME, continuer à aider les entreprises qui créent des emplois. En revanche, il y a besoin de mettre sous condition ces aides. On ne peut pas admettre qu'on continue à aider de très grosses entreprises qui, par ailleurs, font de l'optimisation fiscale, licencient, versent des dividendes à leurs actionnaires. Et donc, nous allons proposer la mise sous condition de ces aides parce qu'on ne peut pas gâcher l'argent public comme on l'a trop fait avec Bruno Le Maire à Bercy. Alors qu'on a vu en direct Michel Barnier qui arrive à Matignon pour le petit déjeuner gouvernemental. Il faut revoir les aides aux entreprises, Olivier Paccaud? Dans certains cas, certainement. Néanmoins, ceux qui créent de l'emploi, ce sont les entrepreneurs. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les collectivités, ce sont les entrepreneurs. Et il faut les mettre dans les meilleures conditions pour effectivement attirer du côté de l'étranger. Alors, il y a certainement des entreprises, surtout les plus grosses, je suis tout à fait d'accord, qui ont peut-être abusé d'effets d'aubaine de certaines aides fiscales. Maintenant... il faut les conditionner, ces aides aux entreprises ou pas? Il ne faut pas toujours dire que c'est de la faute de l'entreprise. Au contraire, il faut dire on a besoin d'entrepreneurs. Alors favorisons-les, ça peut être de façon fiscale, mais pas seulement. Il y a un problème dans notre pays au sujet des normes. Et les patrons sont les premiers à s'en plaindre, petits ou grands. Donc effectivement, là on peut faire des économies qui ne coûtent que de la loi, entre guillemets, ou du règlement. Est-ce que la situation des finances publiques, c'est l'échec d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, Isabelle Florennes? Oui. Oui, non, mais alors là, je pense qu'on aurait pu, avant, se poser la question de certaines économies, effectivement, et aussi de retrouver plus de justice fiscale. Et ça, les centristes l'ont toujours dit. Je regrette que nous n'ayons pas été entendus plus tôt, et j'espère que ça sera le cas, nous n'ayons pas été entendus plus tôt par Bruno Le Maire sur ces sujets. Ça a été l'objet de vives discussions entre le ministère des Finances et les différents groupes et les différents députés et sénateurs. Et donc j'espère que ça sera entendu. Après, la question des économies, la question de la dette, il fallait à un moment ouvrir. À un moment, nous avons subi des causes qui étaient exogènes. C'est-à-dire la question du Covid, il fallait aider les entreprises, il fallait ouvrir. À ce moment-là, les aides, notamment pour les maintiens de l'emploi, et les entreprises nous en sont reconnaissantes. Maintenant, il y avait des sources d'économie, elles n'ont pas été suffisamment exploitées. On reproduit d'année en année. Il fallait en revanche soutenir des secteurs. Je pense à la question de l'éducation, je pense à la question de la sécurité et je pense aux investissements importants qui ont été faits aussi en matière de justice. Autre sujet évoqué hier par Michel Barnier, la question de la réforme des retraites. On l'a entendu, il est prêt à rouvrir le dossier, notamment sur la question de la carrière des femmes, de la pénibilité, des carrières longues. Il dit même les 64 ans ne sont pas un marqueur. Banco? Bingo? Yann Brossa? Il dit deux choses à la fois qui me paraissent très contradictoires.
il reconnaît manifestement qu'il y a un problème avec cette réforme des retraites. Il n'y a pas besoin d'avoir une loupe pour voir qu'il y a effectivement un problème. Il y a des millions de Français qui ont manifesté dans les rues parce qu'ils n'en voulaient pas. Il y a eu un vote aux élections législatives qui était particulièrement clair, puisqu'il y a au moins 2 des principales coalitions qui proposaient l'abrogation de la réforme des retraites. Et puis, il dit dans le même temps, donc il faudra bouger, mais dans un cadre budgétaire contraint. Donc, à un moment donné, toucher à l'équilibre financier du système. Il y a un problème d'équation. Et donc, je ne vois pas bien ce que les partenaires sociaux vont pouvoir discuter. La réalité, c'est qu'il y aurait besoin, nous l'avons dit et nous continuerons à nous battre pour ça, d'abroger cette réforme des retraites. Et d'ailleurs, dans le cadre de la discussion sur le PLFSS, les députés communistes proposeront l'abrogation de cette réforme avec évidemment des propositions de recettes en face. En tout cas, ce que je constate, c'est que ce sujet dont on nous a dit qu'il était terminé est un sujet qui n'est pas terminé. Pour une simple et bonne raison, c'est que quand il y a une grande majorité de la population qui n'en veut pas, c'est un sujet dont on ne se débarrasse pas, et tant mieux, ça prouve qu'on est encore dans un pays où il y a une vitalité démocratique. Olivier Paccaud, il a eu raison de rouvrir ce dossier, de dire on va revoir cette réforme? Alors, Yann Brossa n'était pas encore au Sénat lorsque nous avons étudié le texte, et parce que nous, on a débattu 12 jours et 11 nuits, j'y étais, et ce que je peux vous dire, c'est que la copie sortie du Sénat était bien meilleure que finalement ce qui a été adopté. Et il y avait des choses concernant justement les femmes, concernant la pénibilité, l'index senior, tout ce qui n'a pas finalement été gardé par le gouvernement, effectivement, on peut le reprendre. Ça, c'est clair. Donc, des aménagements, je ne dirais pas à la marge, mais des aménagements importants, ils doivent être pris. Quant à la philosophie générale, c'est-à-dire travailler plus longtemps, parce qu'on a un allongement de la durée de vie, parce qu'on a beaucoup plus de retraités désormais et qu'il faut financer leur pension, que je ne veux pas voir baisser, eh bien non, ça, on ne peut pas y toucher. Parce que mathématiquement, vous savez, c'est une des réformes qui est à la limite les plus simples à comprendre, puisque c'est des mathématiques pures, mais ça nécessite des efforts de tout le monde. Donc je comprends que beaucoup de gens n'aient pas envie de travailler plus longtemps, mais dans les autres pays du monde, ils sont encore en train de vouloir décaler l'âge de départ à la retraite. On parle de 67, 68, 70 ans dans certains pays. Nous, on veut revenir à 62 ou 60 ans. C'est totalement irresponsable. Je pèse mes mots. Yann Brossa, c'est irresponsable ? Mais vous savez, on a eu ce débat. Et les Français ont entendu tous ces arguments qui leur ont été assénés pendant des mois, voire même des années. Et ils veulent l'abrogation de cette réforme. À un moment donné, il y a un principe démocratique qui existe dans notre pays. D'ailleurs, je pense que le meilleur moyen pour sortir de ce débat aurait été de soumettre cette proposition à référendum et qu'on permette aux Français de s'exprimer. Je crois d'ailleurs que les Suisses ont voté ce week-end sur une réforme des retraites, comme quoi c'est tout à fait possible. Et donc non, je pense qu'on a besoin de revenir sur cette réforme parce qu'elle est rejetée par les Français et parce que des millions de Français ne peuvent pas travailler plus longtemps, contrairement à ce qu'on leur dit. Il y a des choses à revoir, Isabelle. Moi, je note simplement quand même qu'il y avait une bonne chose qui avait été faite, c'était la réforme Touraine, l'allongement de la durée de cotisation, et que c'était un bon point de départ, et que le Sénat, d'ailleurs, à l'époque, a travaillé en ce sens. C'est la gauche qui voulait allonger. Là. Et absolument, puisque c'était le gouvernement, sous la période de François Hollande, qui a voté cette réforme. Les mêmes qui veulent mettre sur cette base-là, le travail qui a été fourni, effectivement, par le Sénat peut être repris, et un certain nombre de choses ne l'ont pas été. Nous l'avons regretté effectivement aussi à l'époque au modèle. On comprenne bien, pour vous, le marqueur, ça ne doit pas être les 64 ans. Là-dessus, vous êtes d'accord avec Michel Barnier, ça doit être la durée de cotisation. Bien sûr. Qu'il faut augmenter du coup ? Bien sûr. Elle est naturellement, si l'application de la réforme Touraine se fait, et elle se fait, naturellement, il y a un allongement de la durée de cotisation. Ce qui est normal, effectivement, allongement de la durée de vie va dans ce sens. Mais ce que nous avons regretté, en particulier sur cette réforme, c'est sa méthode. C'est sa méthode dans le travail, avec des marqueurs qui crispent forcément et qui tendent les relations et qui crispent avec notamment les partenaires sociaux qui souhaitaient que nous travaillions dans un dialogue social plus fluide, et puis la méthode d'adoption. Forcément, était brutale. Le 49.3, c'était pas notre souhait, c'était pas une bonne chose. Nous l'avions dit à l'époque. Donc effectivement, il faut reprendre. Et je pense que Olivier Paccaud a raison. Un certain nombre de propositions du Sénat qui étaient sages, qui auraient pu être maintenues sur la question notamment des femmes et de la pénibilité, devront être mises. C'est la volonté, je l'ai cru comprendre, du Premier ministre. Donc j'espère qu'il le dira le 2 octobre prochain. Autre sujet
dont a parlé Michel Barnier hier, c'est la question de l'immigration. C'est Bruno Retailleau qui aura la charge de ce dossier. Désormais, le Premier ministre en a dit un peu plus sur sa ligne hier soir. On va faire des choses pratiques pour maîtriser et limiter une immigration qui devient souvent insupportable et qui d'ailleurs conduit à ne pas bien accueillir ceux qu'on accueille chez nous. Et c'est aussi un problème d'humanité, comme je viens de le dire. Il n'y aura pas d'idéologie, il n'y aura pas de sectarisme, il y aura des mesures pratiques comme tous nos voisins en prennent. Et on va essayer de les prendre aussi en bonne intelligence avec eux. Olivier Paccaud, qu'est-ce que vous attendez comme mesure pratique, puisque ce sont les mots de Michel Barnier? Oui, alors il a parlé effectivement d'une maîtrise de l'immigration. Oui, il la faut. Et moi, la dernière fois que j'étais venu vous voir, j'avais rajouté un mot qui était dans la loi chez nous, c'est l'intégration. Aujourd'hui, on a un problème d'intégration, parce qu'il y a une immigration trop forte et incontrôlée. Et donc, pour pouvoir retrouver effectivement cette maîtrise, il faut prendre certaines mesures. Et avec Bruno Retailleau, qui a subi certaines critiques très injustes, en tous les cas, on a quelqu'un qui est à la fois courageux, de caractère, de conviction, et un homme qui sera ferme. Donc, après, la politique générale, il n'y a pas que le ministre de l'Intérieur, hein, mais on peut être assuré du fait qu'il voudra mettre un terme à une immigration totalement incontrôlée, et qui aujourd'hui pose problème, qu'on le veuille ou non. Et ce n'est pas manquer de cœur que de le dire. Isabelle Florennes, il y a besoin de plus de fermeté sur ce dossier migratoire? On l'a déjà exprimé dans la dernière loi immigration. Et effectivement, c'est un souhait des Français. Et ils l'ont clairement exprimé lors des dernières élections législatives. Maintenant, je pense que sur cette question, le Premier ministre a été clair. Il a dit qu'il faut du pragmatisme. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une nouvelle loi qui soit nécessaire sur ce sujet. En revanche, une coopération entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Et je fais confiance à Jean-Noël Barrot, qui connaît très bien ces sujets. Il a été rapporteur longtemps sur ces questions à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut vraiment ce travail pragmatique de terrain entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur pour travailler avec les pays d'origine, notamment sur les reconduites et sur les retours. Ça, c'est un vrai travail. Il a été entamé par Gérald Darmanin, il faut pas dire le contraire, mais c'est un travail de longue haleine qu'il faut absolument poursuivre. Ensuite, c'est ça qui fait qu'on peut retourner et rendre au pays. La question aussi du départ de ces migrants à travail, donc, avec les pays d'origine sur ces questions. Ça nécessite vraiment une coopération importante entre ces deux ministères. J'y tiens. Je vais écouter le ministre et les deux ministres sur ces sujets. Voilà, j'ai compris le sens, en tout cas, de l'intervention du Premier ministre hier. Pas de nouvelle loi, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Après, le travail, il se fait aussi sur le terrain, dans les préfectures. Et c'est là qu'on peut être pragmatique. Effectivement, il y a un besoin de fermeté, mais il y a aussi, surtout, un besoin de mieux intégrer, de mieux pouvoir accueillir en France ces immigrés. Fermeté, humanité, a dit hier le Premier ministre. Je ne connais pas un seul gouvernement ces dernières années qui n'ait pas utilisé exactement les mêmes termes. Et par ailleurs... Donc pour vous, il n'y aura pas de durcissement de la politique migratoire? On verra bien. Par ailleurs, je suis quand même frappé par une chose. Hier, le Premier ministre ne dit pas un mot de la première préoccupation des Français, à savoir le pouvoir d'achat. Vous me direz, il n'y avait peut-être pas de question sur le sujet. Il n'y a pas un mot sur le pouvoir d'achat et sur la rémunération du travail. Il y a le choix volontaire de remettre sur le devant de la scène les questions d'immigration, alors que nous sortons de mois de débat sur la loi immigration qui s'est quand même, excusez-moi de le dire, traduit par un fiasco absolu puisque censuré par le Conseil constitutionnel. Et pour le reste, moi je ne partage pas l'idée avancée hier par Michel Barnier selon lequel l'immigration en France serait insupportable. C'est le terme qu'il a employé. Il y a des choses qui sont insupportables. Ce qui est insupportable, par exemple, c'est qu'on ait des campements anarchiques sans possibilité d'hébergement pour des personnes qui se retrouvent à la rue. Oui, ça, c'est insupportable. Que la Méditerranée soit devenue un cimetière, ça, c'est insupportable. Et donc, ça pose la question des politiques publiques qu'on met en place pour arrêter ces éléments absolument insupportables. Et pour le reste, il ouvre la voie, malgré tout, à une remise en cause de l'aide médicale d'État. Puisqu'il dit ça n'est pas un tabou. En quoi... C'était un engagement du précédent gouvernement. Mais en quoi remettre en cause l'aide médicale d'État limite l'immigration? Alors même qu'on sait que plus de la moitié de ceux qui ont droit à l'aide médicale d'État n'y ont pas recours. Alors même qu'on sait que les personnes qui aujourd'hui bénéficient de l'aide médicale d'État, si on la supprime et qu'on la transforme par une aide médicale d'urgence, se tourneront vers l'hôpital public, alors que l'hôpital public est déjà engorgé. Donc ce sont des débats que nous aurons, mais en tout cas nous aurons évidemment une voix à exprimer qui sera très différente de celle, à l'évidence, de Bruno Retailleau et de Michel Barnier.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'être venus débattre sur ce plateau.